CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. 17h02 avec nous en ligne, Patrick Bonin, qui est porte-parole chez Greenpeace Canada. Bon après-midi, Patrick Bonin. Bon après-midi à vous. Comment ça va, M. Bonin? Ça va très bien, vous? La vie est toujours belle? Toujours, c'est un grand mot, mais il faut la prendre du bon côté, quoi. Oui, absolument. Et cependant, la tenue du Canada en matière environnementale ne plaît pas toujours. En tout cas, on nous annonce que le Canada va encore rater sa cible, bien que le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, maintient que le Canada réussira cette fois, mais peut-être pour la première fois. Qui croire? Ben, je pense qu'il faut croire le commissaire à l'environnement et au changement climatique du Canada, commissaire qui est indépendant du gouvernement et qui a publié hier ce rapport, justement, qui est très explicite, qui dit que le Canada, après avoir échoué à atteindre toutes les cibles de réduction de gaz à effet de serre qu'il s'est fixées, eh bien, malheureusement, il est encore en voie d'échouer complètement, de rater sa cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, et même qu'il est en train de reculer par rapport à cet objectif-là. Donc, c'est très inquiétant et il faut définitivement que le Canada en fasse beaucoup plus et cesse de se prétendre vert sans avoir des plans qui permettent de le prouver. Est-ce que c'est gênant de voir le Canada, depuis le temps qu'on participe à tous ces grands messes pour l'environnement à travers le monde et qu'on n'arrive jamais à atteindre une cible? Dites-moi, est-ce que le Canada se contente en se comparant aux autres ou est-ce que nous sommes les cancres de la classe? Le Canada figure malheureusement parmi les cancres. Si on regarde au niveau du G7, donc les pays riches dont fait partie le Canada, c'est le seul pays qui a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Tous les autres pays du G7 ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, actuellement, le Canada a une cible de réduction de gaz à effet de serre, je l'ai dit. Il n'est pas en voie d'atteindre cette cible-là selon le commissaire. Le plan d'action qu'il a canadien actuellement, écoutez, 95% des mesures dans ce plan-là, il n'y a pas de cible de réduction des émissions pour 95% des mesures. C'est gigantesque, c'est énorme. Donc, c'est certain que si on se présente et on est un pays riche, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, là. L'accord de Paris et toutes les ententes internationales sur le climat sont très claires que les pays riches doivent assumer du leadership. Nous, on est comme pays, quand on regarde par capita, le Canada, c'est le plus grand pollueur au monde par capita quand on regarde les émissions depuis l'industrialisation. Parce qu'on produit beaucoup de pétrole, on produit beaucoup de gaz, on s'est enrichi avec ça. Donc, on a une responsabilité encore plus grande, mais on ne montre pas l'exemple en termes de réduction. Le Canada ne montre pas l'exemple en termes de réduction de la pollution. Et pire encore, le principal secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre au pays, là, c'est le secteur pétrolier et gazier. Et le gouvernement Trudeau ne réglemente pas ce secteur-là pour s'assurer qu'il y a une réduction d'émissions. On nous a promis une réglementation, on l'attend encore, elle est sans cesse repoussée en raison des pressions du lobby pétrolier, entre autres. Donc, pour nous, c'est très inquiétant. Et sans ce morceau-là, sans un plan pour réduire les émissions dans le principal secteur où les émissions sont en augmentation, le secteur de la production de pétrole et gaz, c'est certain que le Canada n'y arrivera pas. Alors, lorsqu'on regarde la situation du Canada, le gouvernement, avec un ministre de l'Environnement réputé et de bonne réputation, on dirait, n'est-ce pas, et qui avait la voix très forte et impériale, n'est-ce pas, et qui arrive dans l'exercice du pouvoir à
donné ce résultat-là? Est-ce que donc l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir? Est-ce que c'est ça qu'il faut constater ou est-ce qu'il a vraiment les mains liées, M. Guilbeault? Ouais, M. Guilbeault est libre de sa destinée, là, donc il peut décider évidemment de quitter son poste ou autre s'il est insatisfait. Donc, en ce sens-là, il y a une certaine liberté. Là où il a les mains liées, c'est qu'évidemment, il fait partie d'un conseil des ministres où il a une voix, mais il y a plusieurs autres voix, dont par exemple la ministre des Finances qui, on le sait, n'a pas une vision progressiste au niveau des changements climatiques et ne pousse clairement pas autant que M. Guilbeault, par exemple, pour des mesures supplémentaires. Il y a aussi M. Trudeau qui doit trancher et qui souvent a tranché du mauvais côté en approuvant, par exemple, des projets comme le projet d'exploration-exploitation pétrolière, baie du Nord à l'est de Terre-Neuve, ou même le projet de pipeline, qui n'est plus un projet, là, mais le pipeline Trans Mountain que le gouvernement a acheté qui va coûter 30 milliards de dollars. Donc, il y a plein d'incohérences et en effet, quand on regarde la résultante, c'est dur de savoir où se situe chacun des ministres sur une base individuelle, mais la décision consensuelle, celle que M. Trudeau prend à la fin de la journée, mais malheureusement, elle est incohérente souvent, elle nous fait reculer souvent, et là, ça prend d'autres voix aussi que M. Guilbeault, qui n'est pas parfait lui non plus, là, je suis pas en train de dire ça, mais ça prend plusieurs autres personnes qui poussent pour des dossiers environnementaux, ça prend aussi une population qui s'exprime et qui fasse comprendre au gouvernement que un gouvernement qui n'est pas responsable face à la crise climatique, c'est inacceptable et les gens doivent réaliser qu'à quelque part, il y a des élections aussi qui s'en viendront bientôt et si le gouvernement ne comprend pas qu'il peut perdre des points s'il n'est pas à la hauteur de la crise climatique qu'on voit avec le feu de forêt qui nous frappe déjà, et bien, il va toujours continuer à prendre des mauvaises décisions ou faire des demi-mesures. Donc, c'est important qu'il y ait de la pression, oui, à l'intérieur de son cabinet, mais aussi dans les sondages, dans l'opinion publique, dans les manifestations des gens, parce que pour l'instant, le lobby pétrolier et gazier a beaucoup d'influence auprès du gouvernement, de toute évidence trop, ce qui fait qu'on se retrouve en 2023, ne pas avoir de plafonnement pour la production d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier, qui a augmenté juste ce secteur-là depuis 1990. Les émissions ont augmenté de près de 90% dans le secteur pétrolier et gazier au Canada. Patrick Beaudin, on a souvent dit qu'il faut passer à l'action. On ne peut pas être toujours à la place d'un Patrick Beaudin à critiquer, à forcer les gouvernements à faire, mais qu'il faut être au poste de décision finalement avec l'exemple qu'on a. Je ne veux pas porter cette entrevue uniquement sur M. Guilbeault. Est-ce que c'est le bel exemple qu'on a là pour nous dire peut-être qu'il vaut mieux éviter de participer au gouvernement parce que ça ne donnera jamais rien. Il vaut mieux rester à critiquer, à forcer et amener les gouvernements à faire des changements d'eux-mêmes parce que participer au gouvernement, on n'aura pas plus de pouvoir si on est seul à lutter contre un conseil des ministres différent. Je pense que plus il y a de gens motivés par la cause environnementale qui décident de s'impliquer, que ce soit dans des partis politiques, par exemple, dans l'opposition ou au pouvoir, je pense que plus il y a de voix qui sont fortes pour l'environnement, mieux c'est. Après ça, on ne peut pas se fier sur un gouvernement qui, et on le voit avec la présence d'un ancien environnementaliste militant, M. Guilbeault, c'est pas suffisant, ça en prend plusieurs probablement, mais ça prend aussi de la pression, encore une fois, de l'extérieur, parce que les gouvernements, si personne ne dit rien, les gouvernements continuent et veulent se faire réélire. Mais si les gouvernements comprennent qu'ils sont élus par la population, que c'est pas les pétrolières et les gazières qui vont voter, et que la population, suite aux événements climatiques qu'on a vus, par exemple, cet été, là, avec les feux de forêt, c'est aujourd'hui, maintenant, au moment où on se parle, qu'on est frappé par les changements climatiques, et ça, c'est juste le Canada, là, je vous parle pas des endroits sur la planète qui ont moins les capacités d'adaptation qu'on a ici, qui sont encore plus frappés par des sécheresses, des inondations, des famines, des augmentations du niveau de la mer, des ouragans. Donc, c'est une réalité mondiale qui est là et il faut que
les gouvernements écoutent les gens, mais pour ce faire, il faut que les gens se manifestent. Et ça, c'est définitif, mais je pense que ça prend de tout. Ça prend des gens à l'intérieur, ça prend des gens à l'extérieur, parce que tout le monde doit faire ce qu'il peut actuellement pour inverser la tendance, parce que clairement, les gouvernements ont trop tardent encore, ne livrent pas la marchandise, et là, on ne peut plus se permettre là, de patienter. Il faut être intransigeant, parce qu'on est en train de récolter malheureusement les années de retard. Des années de retard, et c'est encore possible de changer. C'est ça qui est quand même, on le sait qu'il y aura des impacts, on les voit déjà. Il y a certains points certains impacts qu'on sait qu'ils vont arriver, mais l'idée c'est de limiter justement ces impacts-là. C'est le nombre d'augmentation d'événements climatiques extrêmes, par exemple, les canicules meurtrières. C'est encore possible d'éviter le pire et même de créer des situations où on a tout à gagner de réduire notre consommation de pétrole et de gaz, de réduire notre facture d'achat d'hydrocarbures, les importations pour le Québec, d'améliorer les transports collectifs, les déplacements, améliorer la qualité de vie qui vient avec, la qualité de l'air, améliorer nos milieux de vie en ayant des espaces verts, de favoriser une économie québécoise à travers des achats et de la transformation locale, d'avoir des quartiers denses où les transports collectifs sont mieux financés et plus rentables. Donc, il faut pas juste voir ça comme des inconvénients, et on le sait, plus on réduit, par exemple, la consommation d'hydrocarbures, le pétrole et le gaz sur lequel on n'a pas de contrôle au niveau du prix. Là, on le voit avec l'inflation, là, près de 25 de l'inflation, c'est des profits pour les pétrolières et gazières actuellement. Donc, il y a des avantages à se départir des hydrocarbures, et d'ici là, une des premières choses à faire, ce serait par exemple de faire payer les grands pollueurs, les pétrolières et gazières qui font des profits astronomiques, records dans plusieurs cas, et les forcer à payer, par exemple, une surtaxe sur leurs profits pour justement financer nous-mêmes les solutions au changement climatique, pour payer pour les impacts des changements climatiques qu'on subit actuellement quand il y a des inondations, par exemple, et les pétrolières et les gazières sont directement responsables. Donc, ça prend ça aussi, et il faut réaliser qui sont ceux qui ont retardé le plus la lutte climatique, qui ont jeté des doutes sur la science climatique, qui ont même menti de manière très éhontée sur la réalité des changements climatiques. Ce sont les pétrolières et les gazières. Et maintenant, elles doivent être responsables de leurs actes et payer, selon nous, pour ces dommages-là qu'elles causent partout sur la planète. Et il faut surtout arrêter de leur donner des autorisations pour exploiter des nouveaux gisements pétroliers et gaziers, alors que la science dit on ne peut plus faire ça. Et ça, c'est les premières choses à faire, arrêter l'hémorragie pour forcer la réduction par la suite dans le secteur pétrolier et gazier. Patrick Baudin, je répète souvent que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler à élever une conscience écologique chez les Canadiens, les Québécois, d'abord pour arriver à avoir des dirigeants qui, eux, ont cette conscience écologique et changer les choses? Oui, l'éducation est centrale, c'est essentiel. Il faut que les gens comprennent. Les gouvernements ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Mais les gens doivent aussi comprendre que actuellement, par exemple, on fait face à des partis politiques qui font beaucoup de populisme. Si je regarde, par exemple, le Parti conservateur qui reçoit même des appuis chez les jeunes, le Parti conservateur du Canada, il ne propose rien en changement climatique. Il propose de démanteler tout ce qu'il y a en place. Il propose de favoriser l'industrie pétrolière et gazière. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Il faut se dire les vraies choses, là. Si ce parti est élu, ce sera extrêmement inquiétant ce vers quoi on va s'en aller au Canada. Il faut être conscient de ça aussi quand on parle d'éduquer les gens, que au-delà des rhétoriques vides ou des slogans que peut lancer un parti, qu'est-ce que propose exactement ce parti-là? Et certains partis, comme le Parti conservateur, ne proposent rien. Au contraire, proposent une accélération de la production pétrolière et gazière autrement plus grande que ce qu'on voit actuellement. Donc ça fait partie aussi, je pense, de notre devoir de se dire les vraies choses, qu'en 2023, un parti qui n'a pas de plan crédible dans la lutte climatique n'est pas un parti qui mérite d'être élu, surtout pas ici au Canada, un pays riche qui a les capacités de faire beaucoup mieux et qui a tout à gagner à faire mieux dans le développement de l'économie de l'avenir. Patrick Baudin, porte-parole chez Greenpeace Canada, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, M. Baudin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.